Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Place des entrepreneurs avec le soutien de la région Sud et de Kedge. Aujourd'hui, émission extraordinaire avec des invités fantastiques. Je les laisse se présenter. Chloé. Bonjour à tous. D'abord, merci Philippe de nous accueillir et merci aussi à toute l'équipe de l'UPE 13 d'organiser quand même ces matinales parce que c'est très bien de communiquer et de pouvoir échanger. Donc, je suis Chloé Touré-Bergan. Je dirige avec mon frère une société qui s'appelle Proclair, qui est une société marseillaise qui se développe aussi à Nice et à Lyon. Et nous faisons du nettoyage avec 450 salariés. Génial. Fantastique. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Fred? Frédéric Ponce, Hobbs Group, premier opérateur postal privé en France. Ça claque. 140 salariés? À peu près, un tout petit peu plus, 22 000. CDI, temps partiel, équivalent temps plein, 10 000. Bravo. Nicolas. Bonjour, je suis Nicolas Ponson, le cofondateur et co-dirigeant du groupe Redman. On a deux grandes activités, une activité de développement d'actifs immobiliers, donc de promotion immobilière d'actifs complexes, et une activité d'exploitation hôtelière. On a 60 collaborateurs sur la partie immobilière, une centaine sur la partie exploitation hôtelière, partout en France. Génial. Not the list. Kevin Polizzi, moi je suis le fondateur de Jaguar Network, responsable du B2B pour le groupe Iliad depuis maintenant un peu plus d'1 an. Opérateur de télécom et opérateur de cloud et d'informatique, qui a donc été ultra mobilisé pendant cette première crise et pendant ce deuxième confinement. Tu vois qu'il a été plus long que moi. Non, il a été très bien. Écoutez, remarquable plateau, ravi de vous recevoir. D'abord, première question. Vous savez qu'on est à la maison là, donc on parle, on échange, on est là pour créer de la valeur pour nos auditeurs. Comment ça va au niveau santé déjà? Tout va bien? Très fatigué aujourd'hui. Le nettoyage, c'est une activité qui ne s'est pas arrêtée. Donc aujourd'hui, très fatigué. Et des équipes très fatiguées aussi. Mais sinon, le moral est quand même très bon. Nicolas. Nous, je parle pour nos collaborateurs. La santé, heureusement, n'a pas été trop touchée. On a eu quelques cas de Covid, mais personne qui a été hospitalisé. Donc globalement, les équipes vont bien. On fait en sorte que nous, notre métier, c'est un métier quand même où on est comme beaucoup plus au bureau, donc pas de charge physique. Pour autant, on sent qu'il y a une forme de lassitude et le deuxième confinement a eu d'une certaine manière une force de l'habitude, ce qui fait qu'on l'a vécu de manière moins impactante au début. En revanche, une vraie lassitude sur la durée. Fred. Ça va trop bien. Et c'est même étonnant de dire ça, mais moi j'adore cette période. Enfin, personnellement, je trouve que c'est hyper stimulant, c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué, c'est stimulant. Les choses vont très très vite, les mouvements s'amplifient, les stratégies doivent se déployer beaucoup plus vite qu'avant. Ça fait appel à la créativité. Enfin, j'adore cette période. Alors, bien sûr, c'est compliqué sur le plan sanitaire. On a pris toutes les mesures pour protéger nos salariés. On a pris toutes les mesures. Tout le monde est en télétravail. Et on fait bouger le groupe comme jamais on a réussi à le faire bouger. Mais vraiment. Et moi, j'adore cette période. Ouais, il y a une surmobilisation des équipes. Le fait d'assurer la continuité de service dans les télécoms, forcément, tout le monde revient aux fondamentaux. Être capable de fournir de la connectivité Internet. Les sites web sont archi-mobilisés. On a plus 42% de communication téléphonique. Une certaine lassitude, je rejoindrai ce que tu dis, parce que les Zooms, les Webex, etc., ça enlève une vraie forme d'interactivité. Et moi, j'aime beaucoup cette période, comme tu le dis, Fred, parce que je crois qu'on revient aux fondamentaux. C'est un accélérateur de transformation. On parle toujours de la transformation digitale, tralala. Non, c'est une transformation RH, c'est une transformation humaine, c'est une transformation de société. Et sincèrement, on est juste en train de vivre un changement d'époque absolument pharaonique. Mais c'est marrant parce que Chloé qui ne peut pas du tout faire de télétravail dans le nettoyage, on ne peut pas. Toi qui peux faire 100%, toi qui t'adaptes, et toi qui peux le faire. Hybride, les deux. Hybride. Et c'est aussi des périodes où personnellement, tu te re-questionnes sur le sens de la vie, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je trouve que ça te permet de prendre du temps aussi pour toi, cette situation. Vraiment. Faire de l'introspection. Donc quelque part, vous le vivez en tout cas mieux que la première crise? Ou alors parce que vous êtes mieux préparé? Parce qu'au contraire des autres émissions, c'est ce que toi tu as dit, les gens sont beaucoup plus touchés par cette deuxième vague, là, ce confinement. Vous avez su rebondir? Vous avez peut-être préparé? Moi, je fais le malin en disant que ça va trop bien. J'ai des boîtes qui font moins de 80% de chiffre d'affaires dans mon Ça va pas très bien alors. Donc franchement, bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des situations très compliquées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
ces situations compliquées nous obligent à essayer de trouver des solutions, à réagir, etc. Si je prends l'exemple d'Adrexo, le prospectus, forcément, il y en a moins. Quand les magasins sont fermés, il y a peu d'intérêt à distribuer des prospectus. Du coup, on s'est lancé dans la distribution de courses alimentaires à domicile, qui a un avenir exceptionnel. On est en train de transformer la boîte en livreur de courses. Et demain, ça va être un truc magnifique. Donc c'est de la diversité. Et s'il n'y avait pas eu ça, on serait resté à. Tu l'aurais pas vu. Truc. Voilà, tu l'aurais pas vu. Tout comme on a vu dans le premier confinement. Moi, je trouve que la grande différence entre le premier et le deuxième confinement, c'est qu'au premier confinement, on voyait les Italiens qui avaient 2-3 semaines d'avance sur nous. Le premier. Et nous, clairement, chez Jaguar Network, on a anticipé en se calant sur l'Italie. On a basculé les équipes en télétravail 10 jours avant que le président l'exige. Et alors que sur le deuxième confinement, on voit que c'est un deuxième confinement quasiment européen. On a reconfiné les pays à quelques jours les uns des autres. Et sincèrement, ce n'est pas du tout les mêmes périodes. La lassitude, c'est important parce qu'il faut faire attention aux équipes. Les dommages collatéraux, c'est-à-dire que certes, nos populations ne sont pas très exposées. On n'est pas dans des métiers où on fréquente des clients, on n'est pas aux réanimations, on n'est pas en boulangerie, etc., etc. Donc il faut penser à ces métiers-là. Mais en parallèle de ça, il faut aussi penser aux gens qui ont perdu des membres de leur famille. C'est important. On a, nous, enlevé un maximum de meetings, parce que les meetings en visio, ça fatigue. On a essayé de donner des autorisations pour retourner au bureau lorsqu'il y avait des schémas, des tableaux Velleda à faire, etc. Et donc je dirais que ce deuxième confinement, il est beaucoup plus fin dans son management. On manage vraiment une crise, mais je crois qu'on la manage tous ensemble, et c'est peut-être la première fois qu'on est capable de dire que tout le monde est aligné dans la même direction. Puis je pense que par rapport au premier confinement, il y a eu d'abord le choc, quoi. On pensait jamais, on aurait imaginé qu'on arrêterait l'économie, qu'on enverrait tout le monde à la maison. Donc il y a eu ce choc, une forme de sidération. Donc il a fallu gérer cette sidération pour nous, chefs d'entreprise, et pour les collaborateurs. La notion d'accompagnement et de management des équipes pendant le premier confinement, nous on faisait un comité de direction tous les lundis matins, on disait comment on gère cette semaine. Voilà. Et ça a été une forme d'apprentissage. Avec tous, et je pense qu'on a vécu pendant les 2 ou 3 mois les conséquences de cette sidération. Là, c'est pas pareil. On est parti sur la sidération, évidemment, il n'y était plus, on l'a senti venir, mais aussi on avait anticipé le fait de télétravailler. Donc, c'est comme si, et c'est là où on voit qu'on a une capacité d'adaptation qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on vit avec. Il y en aura un troisième puis un quatrième. Bah oui, c'est une donnée du problème qu'il faut intégrer. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est comme tu disais, c'est une période pendant laquelle qui est extrêmement riche. Moi, je dirais pas c'est une super période. Je dirais c'est une période qui est extrêmement riche parce que ça nous a donné le moyen de nous poser aussi, de travailler différemment. C'est pas le tout, mais on se déplace beaucoup moins. Comme on se déplace moins, on a plus de temps. Et le fait de pouvoir se poser et de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant que je n'ai pas fait avant, comment je vais gérer différemment, en prenant en compte aussi le fait que les Zooms et les Visio, c'est très bien, mais au bout d'un moment, ça devient juste épuisant. C'est épuisant. Et épuisant pour nous qui sommes en plus dans une région qui est relativement protégée. Mais voyons aussi, nous on a beaucoup de salariés à Paris. À Paris, les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas les mêmes. Ils ont des enfants, les appartements sont plus petits. Franchement, il faut vraiment tenir compte. La seule différence par rapport au premier, c'est que là, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer. Ça. Le premier, on avait la perspective de l'été qui arrivait, on savait que, a priori, ça allait se terminer, puis il y avait le soleil, il y avait tout ça. Là, on rentre dans l'hiver. On ne sait pas si on va se reconfiner après les fêtes. Enfin, voilà, on a une espèce d'incertitude grandissante, et il y a le moral des gens qui commence à être affecté. Et ça, c'est vrai que c'est plus problématique pour moi. Voilà, c'est la grande différence que je perçois. La différence, c'est peut-être aussi qu'il faut apprendre à vivre avec maintenant, sans un temps long. Et après, sur les 2 confinements, il y a quand même une différence aussi, c'est en termes d'épidémie, c'est que c'est pas du tout la même chose. À Marseille, puis aussi à Nice et à Lyon où je suis, il y avait très peu de cas de Covid. Donc on nous a enfermés alors que vraiment il n'y en avait pas beaucoup. Alors que là, on voit que vraiment on a fait nous des désinfections réglementaires quand il y a eu le déconfinement, mais maintenant on fait des désinfections Covid. Donc il y a des cas, il y a des cas contacts, l'épidémie là quoi. Avant de passer à prospective un peu sur ce que vous allez faire dans ces horizons 2022-2024, comment pensez-vous que l'État a géré la crise? Est-ce qu'ils ont été proches de nous? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il manque quelque chose pour accompagner ces entreprises? 85% des entreprises ont moins de 20 salariés sur le territoire. C'est quand même important, donc ils se retrouvent seuls. Les restaurants, une profession complètement sinistrée.
Qu'est-ce qu'il a manqué, d'après vous, vous en tant que chef d'entreprise, qui gérez quand même des groupes importants, qu'est-ce qu'il a manqué comme accompagnement? Est-ce qu'on peut dire d'abord ce qui était bien parce que Évidemment. franchement, on est dans un pays où on te permet quand même de mettre des gens au chômage qui continuent à bouffer. Franchement, ça, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça et on peut être fier de ça. En tout cas, moi, je le suis. Je suis très content d'être en France pour ça. Même si c'est pas simple pour beaucoup de gens. Et voilà, mais donc ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que c'est toujours facile après de le dire. Hein, mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est pourquoi on laisse ouvert des gros hypermarchés et on ferme des petits commerces. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, pour vivre de temps en temps en Espagne, ils ont laissé ouvert les petits magasins et ils ont fermé les gros. Et l'épidémie a plutôt tendance à être mieux gérée. Bon, est-ce que c'est une conséquence? J'en sais rien. Donc voilà, après ça, bien sûr, on peut imaginer, comme je sais que tu le portes, pour que les PGE soient plus souples, voire qu'on ne les rembourse pas. T'as raison, continue à dire ça. Non, mais c'est pas simplement parce mais que franchement, c'est un effet déjà, d'aubaine, c'est bien ce qui a été fait. Franchement, on peut être fier de notre pays et de l'accompagnement qui a été mis sur la table avec des milliards. Je ne sais pas où on va les trouver, moi, mais ok, en tout cas, on les a mis sur la table. Non, mais c'est extraordinaire. Pour ce qui nous concerne, nous, sur la partie exploitation hôtelière, le boulot qu'a fait le gouvernement et les directives qui ont été prises, c'est juste remarquable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer continuer à travailler en ayant une centaine de collaborateurs à payer, zéro revenu, et avoir, autre disposition importante, la capacité à décaler les remboursements d'emprunt sur la dette immobilière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu la capacité de reporter pendant plusieurs mois, pendant un an, le remboursement de la dette immobilière et de mettre nos collaborateurs en chômage partiel. Sinon, clairement, tout était au tas. Donc aujourd'hui, il y a cette activité, oui, il va falloir le payer. Et du reste, ça va créer d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, il n'y aurait pas ces dispositions-là. On serait mort. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça révèle quand même une problématique liée au millefeuille administratif. On a un gouvernement, on le sait, qui est très technique depuis le début, un président de la République qui est un technicien de l'État, qui des fois manque un peu de ce côté humain. Et sincèrement, le défaut de coordination entre les différentes collectivités, on voit le président de région qui est souvent remonté au front pour demander des choses, proposer des choses. Je pense qu'il y a un déficit d'écoute. Le ministère de la Santé est devenu un État dans l'État. Donc c'est sincèrement... C'était ma deuxième question. Ça. La partie qui me désole un peu, entre guillemets, même si sincèrement, nos réanimations tournent, nos hôpitaux tournent. Nous, on a de la chance d'être très peu impactés par cette crise, voire même d'être un peu accélérés. On a mis en œuvre des choses pour le commerce. On s'est vu à plusieurs reprises, Fred, pour accélérer ces sujets-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier les TPME qui sont le moteur de la reprise. S'il n'y a pas de TPME, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de conso, il n'y a pas de produits frais, etc., etc. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut maintenant qu'on focus sur la reprise. Les grands groupes ont été sauvés. Les PGE, certains l'ont pris alors qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est une mesure de confort. Et sincèrement, aujourd'hui, il faut qu'on focus sur la TPME et pas qu'on fasse de l'entre-soi grand groupe. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait vivre l'économie, ce qui fait vivre notre pays, c'est les TPME. Et là, aujourd'hui, clairement, la ville de Marseille a besoin de communiquer. La métropole a besoin de communiquer. Un certain nombre de mesures ont été prises hier, notamment sur le CFE. Bon, voilà. Faut qu'on profite de cette crise pour réembrayer la boîte de vitesse. De temps en temps, les rapports, ils craquent un peu quand on passe les vitesses. Je crois qu'il faut mettre de l'huile dans la mécanique et c'est une bonne raison, solidairement, de le faire. Tu es d'accord avec tout ça? Je suis d'accord. Et puis en plus, je trouve que quand même le gouvernement non seulement nous a quand même bien protégés, mais a mis en place rapidement. C'est-à-dire que nous, quand on s'est dit, on a quand même fermé 60% de nos sites, donc c'était mettre 250 personnes en chômage partiel avec est-ce qu'ils vont être payés, comment ils vont être payés, est-ce qu'on va pouvoir effectivement décaler rapidement. Tout a été la directe. Ils ont été, tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu quelques petits moments où ça a coincé, mais dans l'ensemble, quand même, ils ont été hyper efficaces, quoi. C'est allé très très vite. Et ça, c'était absolument indispensable pour qu'on puisse continuer. Quel tas de positifs. C'est extraordinaire. C'est que des positifs. Kevin, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux régions, aux territoires, avec des moyens financiers, afin d'être au plus proche de ces entreprises et du tissu local pour pouvoir aller plus vite encore? On ne peut pas être Marseillais et pas être pour la décentralisation. Moi, je suis évidemment un enfant de la décentralisation, donc je ne peux pas te dire le contraire. Il faut donner plus, mais il faut aussi reboulonner. On parle souvent des collectivités à l'UP, on parle souvent des compétences des uns et des autres. Moi, j'aime pas ce mot compétence. Je préfère le mot responsabilité. De quoi vous êtes responsable?
En ce moment, on est en train de déposer des permis de construire. Alors en fait, là, vous avez 3 mois pour instruire, puis vous avez 4 mois, mais le délai est incompressible, alors ça ne marche pas. Il faut qu'on mette fin à ça. Guichet unique. Pendant ce temps, les Chinois fabriquent des iPhone 12. Enfin, il faut qu'on revienne aux réalités. On va se faire dévorer. Donc il faut, au travers de l'UP, au travers de nos réseaux, au travers des TPME, se faire entendre, parce que je pense qu'on a une force de persuasion qui est quand même évidente. Ouais. Ce confinement montre bien qu'il y a 2 pans entiers de l'économie. Le premier, c'est l'éducation. On en parlait tout à l'heure, lorsque les écoles primaires sont fermées et que les collaborateurs doivent ou garder les enfants et faire l'école à la maison, personne ne peut travailler. Combien de visios on a faites où on entendait les gosses s'amuser derrière? C'était pas désagréable, mais c'est impossible de se concentrer. Et le deuxième sujet, c'est l'économie. Voilà, ces TPME qui génèrent de l'activité et qui ont capacité à faire. Le président de région a plutôt fait le boulot en allant chercher déjà y compris les fonds européens. Là, exactement, il mobilise les fonds européens d'une manière extraordinaire. Et puis à côté de ça, on a la métropole qui doit maintenant effectivement décentraliser ses responsabilités et redonner le pouvoir au fonctionnaire local par excellence, c'est le maire. Je ne vous ai pas parlé, on a parlé de la crise interne, de la crise économique. Est-ce que vous avez peur, comme moi d'ailleurs, de la crise sociale, de la fracture sociale qui arrive parce qu'on fabrique quelque part les entreprises, malheureusement avec cette crise, des travailleurs pauvres? Est-ce que ça, tu le sens? Moi, j'ai été très, très, très touché par une intervention de Hugues de Cibon, du conseil départemental, qui disait qu'il y avait des gens qui arrivaient chez lui, qui vivaient plutôt sur l'économie parallèle, les petits boulots, les gâches, etc. Comme il n'y a plus ça, en fait, qui viennent parce qu'ils ne le bouffent plus. D'accord ? Il y a des gens qui viennent pour demander le RSA parce qu'ils n'arrivent plus à manger. On parlait tout à l'heure aussi des gens qui, quand ils n'emmènent pas leurs enfants à l'école, en fait, c'était leur seul repas correct. La cantine. Enfin, on ne se rend pas compte de ça, mais on est en train de rentrer dans quelque chose où quand les personnes ont faim, ça peut avoir des dégâts explosifs, quoi. Enfin, vraiment. Ça, plus un certain nombre d'extrémismes, on va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais moi j'étais aussi, on a tous été très touchés par ce qui s'est passé sur la montée islamiste et les réactions dingues qu'il peut y avoir. Enfin, il faut qu'on redonne de l'espoir, il faut qu'on relance l'économie. Enfin, on a vraiment on a un rôle essentiel. Les entreprises ont un rôle essentiel dans l'avenir du pays. Enfin, vraiment. La crise sociale, il faut faire attention parce qu'il y a aussi ces nouveaux métiers, ces nouveaux modèles, et il faut faire attention d'embarquer tout le monde. On le dit fréquemment, 80% des emplois du numérique, ce n'est pas des emplois d'ingénieurs. Celui qui fixe l'antenne radio, on veut qu'elle soit droite, que la cheville soit correcte, sinon l'étude ne sert à rien. Et donc il faut aussi faire attention à embarquer tout le monde, parce que c'est de nouveaux emplois, et c'est peut-être l'occasion de prendre des gens peu formés. Ouais. On a vraiment cette configuration-là à Marseille, il ne faut pas le nier. Et moi je dis toujours que l'intelligence artificielle, l'IA, ça cicatrise les parcours de formation. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études, qui n'a pas toujours la chance d'écrire correctement, franchement, il y a 2 ans, il était inemployable. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Donc on a quand même, dans le moment de l'histoire qu'on est en train de vivre, tout un tas de solutions. Et là, il faut vraiment qu'on les mette sur le marché, qu'on fasse pas comparer. Tu veux dire qu'on a une explosion de la digitalisation et d'un autre côté, on a besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Mais évidemment, comme dans toute révolution. Mais je pense aussi que la période Covid, c'est un extraordinaire accélérateur de tendances. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était des tendances un petit peu sous-jacentes sont en train d'être complètement boostées. C'est comme si on était en train de conduire une voiture sur l'autoroute et qu'on passait à 250 à l'heure. Et du coup, les TPE et PME n'ont plus d'argent pour investir. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que tout le monde accélère. Donc les chefs d'entreprise ont conscience de ça, les grands groupes ont conscience de ça, ils accompagnent. Sauf que toutes les TPE, PME et ceux qui sont justement dans les petits business, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent accélérer? Rien du tout, ils sont déjà au taquet. Donc c'est ça le risque, c'est que tout le monde accélère et que l'encadrement soit fait dans les grands groupes, sauf que le restaurateur du coin, etc., tout cela, tous ceux qui sont dans des petites boîtes n'aient pas cette capacité à gérer qu'ont les grands groupes, et ça risque de faire vraiment une grosse casse, d'où le risque de crise sociale qui arrive derrière. Donc la crise sociale, elle va arriver aussi par la non prise en compte des contraintes des TPE, des PME sur le territoire. Je pense que c'est dû à cette accélération que l'on sent de toutes les tendances, et particulièrement de celle de la différence qu'il peut y avoir entre le traitement dans les grands groupes et le traitement des personnes qui sont un peu laissées. On a eu là, avant vous, de nombreux chefs d'entreprise qui nous disaient que malheureusement, ils n'ont pas pu faire compléter l'ensemble des salaires des collaborateurs. Ouais. Arrive le 13e mois, ils ne vont pas pouvoir le régler parce que le 13e mois n'est pas pris en charge, évidemment, par le chômage partiel. Donc, il y a une baisse effective de revenus entre 10 et 20% suivant les entreprises.
Et quand vous gagnez 1500 ou 1600 euros et que vous perdez 15 ou 20% chaque mois, c'est énorme. Donc, comment vous imaginez le rôle sociétal de l'entreprise? Parce que c'est un sujet qui est plus important, on sort peut-être du confinement, mais qu'est-ce que vous imaginez sur le rôle d'une entreprise sur notre territoire, en sachant qu'on a le quartier le plus pauvre d'Europe? Ouais, je pense que tu as deux réponses à ça, Philippe. La première, c'est il y a des entreprises qui peuvent et des entreprises qui ne peuvent pas. Ça dépend vraiment de l'activité. Et en fait, c'est assez binaire parce que finalement, celles qui peuvent doivent accompagner celles qui ne peuvent pas. Hein, ça me paraît assez basique. On a mis à disposition tout un tas d'outils gratuits qui permettent de digitaliser. Une des grandes réponses de sortie de crise, ce sera comment je trouve des nouveaux clients quand mon magasin il est fermé. Fred l'a très bien fait. Il a transformé son activité en passant de livraison de colis simples à livraison de nourriture et de courses. Ça, c'est pas uniquement accessible aux grands groupes. C'est accessible à tout le monde. Nous, on a digitalisé 200 restaurants gratuitement en l'espace de quelques semaines. 200, c'est rien du tout par rapport à la masse de restaurateurs. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait en 3 ans cumulés. On a fait en 1 mois plus que ce qu'on a fait en 3 ans. Ces outils-là, ils sont gratuits, ils sont à disposition. Et sincèrement, tu as un volet énorme, c'est la formation. Il faut vouloir et accompagner. Et aujourd'hui, un restaurateur, un commerçant, sur le papier, il n'a pas d'argent. Dans la vraie vie, il a des stocks à écouler et donc il a de la trésorerie qui est en train de dormir dans son entrepôt. Et donc c'est ça qu'il faut accélérer. Et ça, sincèrement, il y a plein de solutions qui sont en train de mise en place sur le territoire. On dit toujours que ce territoire-là, il a des pépites. Mais on a beau avoir de la terre, il faut des agriculteurs. Hein. Ça ne se fera pas tout seul. Bon, donc l'UP a un vrai rôle aussi à jouer là. Donc on va faire. On a tous un vrai rôle. Moi, il y a une chose, hein, pour revenir sur les gens qui ont faim en ce moment-là et qui sont un peu dans une période où il va falloir qu'ils se remettent dans la vraie vie, ou dans une nouvelle vie. Moi, je fais un appel, j'aimerais bien qu'on crée quelque chose qui soit un peu un sas d'accès aux entreprises, c'est-à-dire des gens qu'on puisse les remettre. Alors, je sais, il y a l'école de la deuxième chance, il y a peut-être des choses comme ça qu'on devrait amplifier pour faire que, par exemple, moi je recrute 1000 livreurs en ce moment, 1000. Il faut que je trouve des mecs qui se lèvent le matin tôt, qui soient propres sur eux, qui soient souriants, etc. C'est pas compliqué en soi. Et je pense qu'on peut arriver à faire que on remette des gens dans l'employabilité. Il y en a énormément. C'est pas le rôle de l'entreprise. Il faut qu'on ait un sas de décompression entre cette situation-là et l'employabilité. Voilà. Donc je fais un appel sur comment on pourrait amplifier ça. On discute beaucoup avec les AFPA notamment, qui se sont il y a énormément de trucs, tu vois. Je sais même pas ce que c'est, moi, un AFPA. Je connais l'école de la deuxième chance. Il y a tellement de choses, Kevin, que moi j'aimerais bien que l'UP, parce que c'est notre représentant, prenne le truc et qu'on se dise, voilà, comment on facilite ce flot, pardon. Ce fleuve. C'est l'UPE, donc ce fleuve vers l'employabilité. Que ce soit chez toi, chez moi. Il nous faut une chapelle qui regroupe un petit peu tout ce petit monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut monter son institut de formation en pas longtemps. En plus, il y a une réforme de la formation quand même qui est conséquente et qui ouvre des opportunités. Et donc, clairement, un des rôles majeurs de l'UP, c'est de donner l'accès aux petites entreprises à ces dispositifs de formation. On est en train de les cataloguer chez Made in Soft, le cluster digital, mais il y en a tellement. Et des doublons et des triplons partout. Donc, on rationalise cette partie-là et on déroule. La formation, elle est plus initiale, elle est tout au long de la vie. Quand on veut vendre quelque chose, on va dire un gros mot sur la marketplace d'Amazon. Quand on veut vendre des produits sur la marketplace d'Amazon, parce que finalement c'est la seule marketplace aujourd'hui qui reste leader, on a plein d'initiatives locales à monter des marketplaces, mais il faut faire avec, il ne faut pas faire contre. Moi je trouve qu'une des grandes erreurs de communication de ce gouvernement, c'est de faire contre Amazon, en leur faisant de la pub. Ils ont décalé le Black Friday au 4 décembre. C'est la plus grosse pub internationale qui pouvait se faire. Donc il faut faire avec, pas faire contre. Mais par contre, effectivement, il faut donner accès à ça à tout le monde. Et je pense que notre job, dans les semaines qui arrivent, ça va être de rendre ça accessible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que c'est une montagne, alors que c'est une petite colline. Il y a ceux qui resteront en bas. Ils l'assumeront parce que c'est comme ça. Et puis il y a ceux qui grimperont avec nous. Et sincèrement, je pense qu'on a tout le potentiel à l'UP et dans les organisations d'amener tout le monde dans l'Everest. Il faut y aller. Soit on est numéro 1, soit on fait rien. Très bien. Écoutez, revenons à un sujet qui est très important pour moi, c'est 2022-2024. Donc, comment est-ce que d'abord vous y avez déjà pensé? Le nouveau business model? Je pense que oui, tous les jours. Et quels sont, si ce n'est pas secret, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos adhérents? Comment vous le voyez? Chloé, peut-être?
nous, on est quand même très dépendant finalement de nos clients. Donc quand nos clients vont pas Métier bien, de service, on complètement. va pas bien. Quand nos clients vont bien, on va bien. Et là, le changement de travail de nos clients, qui sont plus en télétravail, va peut-être réduire en tous les cas les zones de nettoyage. Et du coup, là, on va tirer notre épingle du jeu grâce aux désinfections, mais après, il n'y aura plus de désinfection. Et est-ce que le récurrent va redevenir comme... Là, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le récurrent d'hier va redevenir le récurrent de demain, quoi? Il faut nettoyer les bureaux des télétravailleurs. Des télétravailleurs. C'est le business d'après. Non, mais c'est vrai que cette même question se peut se poser sur la restauration d'entreprise, sur un certain nombre Parce que le monde a changé quand même. Bien sûr, On et dit, il va changer est-ce qu'il y aura le jour structurellement. d'après? Ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, il va changer. Il va changer structurellement. En tout cas, je pense qu'on va compter. Ouais, C'est-à-dire ça, que c'est sûr. là, pendant les 2-3 ans qui arrivent, on va compter. Nous concernant, c'est l'époque de la 5G qui s'ouvre au mois de décembre. Alors, souvent décriée, quasiment tout le temps contestée. La 5G, c'est de la capacité à accompagner de nouveaux modèles business. C'est la capacité pour toi à géolocaliser en temps réel tes colis, tes livreurs, C'est etc. l'évolution normale. C'est la capacité pour les villes. On dit toujours une ville, ça perd jusqu'à 10% de son réseau d'eau. 5G, c'est voiture intelligente? 5G, c'est en partie voiture intelligente, en partie, parce que la 5G apporte une communication temps réel. Si quand on se parle ici, vous mettez 10 secondes à me répondre, on n'a pas la même communication que lorsqu'on a cette interaction immédiate. Et donc c'est vraiment ça la différence entre la On 4G se coupe pas trop. et la 5G. Ouais, un message, De temps en temps, quand le truc n'est pas brouillé, C'est ça, ça Bon, marche même en s'il est direct. un peu long de temps en temps. Non, mais vous êtes bien. On s'en fout de la 5G. Le sujet, c'est pas besoin. c'est comment on rend ça accessible. Encore une fois, c'est beau d'avoir des technologies. Moi, je le dis fréquemment, depuis 2012-2013, depuis qu'on a la 3G et la 4G, les technos sont derrière nous, ils ne sont pas devant nous. Comment on rend ça accessible? Comment aujourd'hui un commerçant, il appuie sur un bouton, il a immédiatement tout l'inventaire, plutôt que de fermer une journée par an? Comment, en temps réel, on récupère des informations de Fred va me livrer mon colis dans 12 minutes 44 secondes? Comment, quand j'achète un hamburger, j'arrive, il est chaud? Voilà. C'est tous ces usages-là. On sort totalement du champ des technologies, on rentre dans l'économie des usages. Qui dit usage dit facturation, et donc dit capacité à faire des business models récurrents. Et ça, pour un entrepreneur, apporter une dose de récurrent, surtout dans la période existante, c'est quand même un gros privilège. Et Nicolas et toi, dans l'hôtellerie? Dans l'hôtellerie et dans l'immobilier, il y a une révolution. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, cette crise a demandé à chacun d'entre nous de se poser la question et de remettre complètement à plat ce qu'est un bureau, ce qu'est un hôtel et ce qu'est un logement. Aujourd'hui, comment on va à l'hôtel? On va à l'hôtel pour les loisirs, on va à l'hôtel pour le business, on va au bureau, oui on y va, mais des fois on n'y va plus, des fois on est en train de bosser alors qu'on est chez soi, des fois on va bosser à l'hôtel et des fois on bosse au bureau. Donc c'est en fait ces trois secteurs qui sont en train de s'intermélanger et on se retrouve avec des univers qui doivent être complètement repensés. On ne vend plus aujourd'hui, on ne peut plus vendre des logements tels qu'ils ont été vendus jusqu'à maintenant parce qu'il faut vivre avec cette nouvelle dimension qui est la contrainte sanitaire, qui peut nous enfermer chez nous. C'est-à-dire, on a vu l'évolution avant les appartements, ils n'avaient que des pièces qui avaient la même taille entre le salon et les chambres. Là aujourd'hui, on est sur des espaces qui sont différents. Aujourd'hui, on ne peut plus ou très difficilement vivre sans un extérieur. Il faut tenir compte de cette contrainte dans la façon d'habiter. Il faut tenir compte de cette contrainte dans les bureaux, où ça va devenir des lieux d'interaction sociale. Oui, on va venir bosser. Oui, il faut des salles de réunion, plus de salles de réunion, des salles de visio. Donc l'interaction sociale va être au centre en fait de la conception des bureaux. Et puis dans les hôtels, c'est pareil. Il va falloir. Voilà, donc, il y a une forme Je suis d'accord avec toi, mais c'est d'uniformisation. dommage d'attendre une crise comme ça pour se rendre compte qu'on n'a aucun visionnaire, nous n'en avons aucun type capable de. Si on prend En fait, l'exemple, c'est des tendances qui étaient sur leur rythme et qui sont en train de s'accélérer. Et oui, c'est ça. Mais j'ai pas dit C'est- moi. Ça existait déjà. Tu me donnes pas la parole. Mais prends-la, Mais t'as Fred, vachement prends-la. parlé, hein. Non, mais là, Vas-y, mais sur vas-y, ce sujet, sur ce sujet, sur c'est ce toi. sujet, Vas-y, comment on voit l'avenir, allez. je trouve que c'est Il y a vachement que toi. intéressant. Alors, vas-y. On donne chacun notre avis. Moi, première chose, c'est le télétravail, c'est une révélation. Franchement, moi, Tiens, le plus beau siège de toutes les entreprises du territoire. j'ai un très beau siège et pour autant, on va couper le siège en deux et on va demander aux gens à plus de la moitié du temps de rester chez eux parce qu'on pense que c'est efficace sur le long terme, c'est un équilibre de vie, c'est plein de C'est choses. efficace, excuse-moi de t'interrompre. Non, mais je t'en C'est ce prie, qu'il je t'en fallait prie. faire. Hein. Oui, je t'en prie, je t'en Mais prie. c'est efficace si tu arrives à traiter la façon dont les gens travaillent Exactement. chez eux. Il faut C'est ça, réinventer. attention, ça va- Il ça va faut réinventer tes sièges. Ça, je suis bien d'accord Non, avec mais le toi. siège, mais aussi la façon. Mais Et aussi la chez façon, eux. et je suis Et bien les d'accord logements. aussi là-dessus. Mais Comment c'est on ça va qui est vivre les stimulant. Laissez-le parler. Les gens, ils ont envie de ça, d'accord. En majorité, ils ont envie de ça. Donc nous, chez nous, on leur dit oui, à plus de 50%, faut rester chez vous.
Deuxième chose, c'est comment on va refaire un siège qui donne à une utilité, parce que quitte à aller au siège, il faut que ça serve à quelque chose. Donc effectivement, on est en train de repenser tout ça et c'est super intéressant de voir ça. Après, il y a un truc fondamental, c'est qu'on est en train de réinventer nos métiers et notre avenir. Et moi, je trouve que c'est hyper stimulant. On a vu l'explosion du e-commerce. On a pris en quelques mois 2 ou 3 années d'avance. Bon voilà. Donc pour nous, c'est vrai que c'est magnifique. Et après, il y a une autre chose, c'est ce que disait Kevin, c'est comment on peut amener avec nous tout cet écosystème et éviter l'égo-système, d'accord ? C'est ensemble et de toute façon. Et d'ailleurs, nous, on a essayé de faire des choses et on fait des choses ensemble. On est sur le drive local et sur Shopping Sud parce que on veut digitaliser, parce que c'est une nécessité. Encore une fois, on va pas tous être contre Amazon. Il faut être avec Amazon, dans ce train d'Amazon. Tu ne peux pas. Et de toute façon, tu peux lutter ce que tu veux. C'est pour ça, ça sert à rien. Voilà, soit tu vas avec, soit tu vas mourir. Voilà. Donc nous, on essaye ça. C'est vrai que c'est pas si simple parce qu'il faut changer l'état d'esprit, les mentalités, etc. Convaincre, voilà. Le plus dur, c'est de convaincre et c'est pour ça qu'il faut être avec. Entrepreneur qui doit le faire. Et c'est le job de l'UP. C'est-à-dire, on doit mettre en avant des success stories, des gens qui l'ont fait. Parce Exactement. Que certains n'ont pas attendu la crise pour se transformer. Hein. Il y a des gens, on les voit, qui cartonnent parce que ça fait 2-3 ans, effectivement, qu'ils ont un peu changé ça. Et le rôle de la formation pour avoir une espèce de parole externe, parce que les visionnaires, c'est sympa, mais il faut exécuter derrière. Hein. On dit toujours 1% l'idée, 99% l'exécution. Bon, l'idée, tout le monde a des idées quand on se lève le matin. Le sujet, c'est comment on exécute. Et donc, en fonction de ça, on peut nous aider parce qu'on l'a fait. On a expérimenté des choses qui n'ont pas fonctionné. Et on dit toujours, faites de nouvelles bêtises, faites pas les mêmes que les nôtres. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui est important. Et puis ce que tu disais, pourquoi on ne l'a pas fait avant, je pense que ça ne sert à rien d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, cette période-là, elle a permis à chacun d'ouvrir un petit peu la façon de voir les choses et d'accepter le changement. Le changement, il y en a plein de changements qui étaient en train de pousser, mais tout le monde beaucoup les bloquait. Et là, aujourd'hui, ça a permis et ça ouvre les possibilités. Et effectivement, ça nous donne, alors nous, dans l'immobilier, ça donne une perspective de dingue. Parce qu'effectivement, tu es en train de dire que tu vas couper ton siège en deux, on est en train de dire qu'il va falloir améliorer le logement. Donc ça veut dire qu'il y a du flux qui va se faire. Donc ça aussi, c'est une extraordinaire perspective de se dire qu'il faut tourner. Du flux, mais tu risques aussi d'avoir la moitié de locaux vides sur nos territoires commerciaux. Et oui, mais ça, c'est très embêtant pour les investisseurs. Mais il va falloir réinventer. Du coup, pour la transformation de bureaux en logement, la transformation de bureaux en hôtel, je ne suis pas convaincu qu'à échelle constante, on va avoir besoin de moins de surface. On va avoir besoin de surface réparties différemment. Puis on aura des taux d'intérêt négatifs sur le long terme. Donc on aura une capacité de mobiliser de l'investissement, de transformation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on bosse sur une architecture très très modulaire de nos bâtiments, parce qu'aujourd'hui c'est du B2B, demain c'est du HLM, après-demain c'est du co-living. On a aussi de nouveaux phénomènes qui sont en train de sortir. Quelles que soient les activités, il faut être hyper flexible. C'est la modularité, dans le nettoyage. Et vous savez pourquoi aussi notre territoire a bien résisté? C'est parce qu'il y a énormément de boîtes familiales sur le territoire et on est très agile. On arrive à se réinventer, à tout de suite se. Ils sont relativement bien capitalisés, ce qui n'est pas le cas pour tout. Et c'est pour ça que les petites boîtes et les TPE, eux, souffrent parce que. On me dit que c'est fini, mais je vais un peu continuer. Mais je sais, mais bien sûr, je m'en doutais, Frédéric. J'ai un message, moi, parce que je lis depuis tout à l'heure Place des entrepreneurs by UPE. Oui, tiens pas. Donc, si, j'adore. J'adore. Mais je me dis comment on pourrait amplifier ce côté entrepreneurial sur ce territoire. Moi, je rêve d'un truc, c'est que cette métropole soit la terre des entrepreneurs. Voilà. Quand je vais à Barcelone, on me dit, en fait, Barcelone veut être la terre des talents du monde. C'est-à-dire qu'ils veulent attirer tous les talents mondiaux. Voilà, c'est ça leur dessein. Moi, j'aimerais bien qu'ici, on se dise, on veut attirer les entrepreneurs mondiaux. Enfin, en tout cas, français déjà. Voilà. N'oubliez pas que celui qui a inventé le vaccin pour le Covid est marseillais. On n'a pas su le garder. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas su. Nos talents sont marseillais. Donc, comment faire qu'on devienne la terre des entrepreneurs ici, mais pas spécialement des grands entrepreneurs, de tout type d'entrepreneurs. Par exemple, moi, c'est vrai que je disais, je recrute 1000 livreurs en ce moment. Il suffirait de leur faire passer la licence transport et ils deviennent entrepreneurs. Voilà. Et ils gèrent leur activité. Hier, j'étais dans un entrepôt et les mecs avaient les yeux qui brillaient. Je discutais avec les livreurs qui sont des entrepreneurs. Ils avaient les yeux qui brillaient parce qu'ils arrivent en ce moment à faire 200 colis par jour. Ouais, c'est extraordinaire. C'est juste du délire.
Et donc ils gagnent plutôt bien leur vie, hein, quand même. Et les mecs te disaient, moi j'ai la liberté. Bon, Ce qui est dangereux, c'est un fractionnement fort, hein, quand même, hein, de deux mondes. Hein. Celui qui n'avait pas trop envie de travailler, parce qu'on en a quand même 2-3 ici aussi, hein. Ouais. Celui qui n'avait pas trop envie de travailler. À cette table, tu veux dire? Non. Non, lui, Il y en a quand même. en Espagne une semaine sur deux. Ah, tu l'as dit. Il travaille. J'ai eu peur, je croyais que d'un coup ça s'est bien passé. Tu peux gâcher l'émission. T'as un sujet qui est bon quand même, c'est qu'il va falloir accompagner ces gens-là. Hein. On ne peut pas les laisser au bord du Non, chemin. non, mais ça. Et les c'est emplois notre rôle. numériques de Et demain, oui. c'est ça. Hein. Et faire devenir tout le monde entrepreneur, c'est très bien. Je vous partage juste une expérience. Je suis allé un jour chercher dans un petit resto dans Aix une commande, un click and collect. Et je discute avec la personne qui tenait le resto et qui me disait qu'elle avait 2-3 mois d'avance de trésor. Donc là, ils sont croqués. Et que son problème, c'est que par rapport à ses amis qui gagnent la même chose, voire même plus en étant ultra sécurisés, ils ont le chômage partiel. Un entrepreneur, la gérant de protection du- SARL, ça, et voilà. Donc c'est bien de faire venir les gens entrepreneurs, sauf qu'il faut que tout le monde ait conscience du fait que c'est un abandon de protection de sécurité. sociale. Mais d'un autre côté, on n'aime pas trop être aidé aussi par l'État. On aime n'a pas vivre envie- de on n'a pas envie, notre travail, de notre mais en même temps, création de valeur. il faut avoir les moyens de ne pas en avoir envie. Ah oui, oui, Et il y je en suis a qui d'accord n'ont avec pas toi. les moyens. de Et ça. je pense Et que- ça, c'est bien d'envoyer tout le monde vers l'entrepreneuriat, mais il faut tenir compte aussi qu'il y a une période de lancement pendant laquelle il faudrait probablement continuer à être protégé. Et après, tout autour de la table, je pense qu'on n'a Mais pas écoutez, forcément besoin de cette protection. c'est comme ça qu'on fait Il faut avec nos en tenir compte enfants, pour hein. les petits. Merci beaucoup, merci protège, beaucoup pour c'est ce. sûr. Alors, attendez. Je dois vous dire quelque chose. En tant que président de l'UP, je suis très fier d'avoir des entrepreneurs comme vous, parce que c'est dynamique, c'est réaliste, c'est visionnaire, et voilà. Et ça me fait plaisir d'être là, président de cette belle union patronale, et j'espère qu'on va tous s'en sortir. Donc encore merci à vous tous Merci à vous. d'avoir été présents ce Merci. matin, et prochaine place des entrepreneurs lundi matin. Super.